C'est des cas tout à fait classiques d'un hôpital général d'urgence, hein, ce qu'on fait tous les jours. Donc là, le premier cas, vous voyez, c'est 77 ans, dyspnée, désaturation, donc comme beaucoup aux urgences, nous disent suspicion d'embolie pulmonaire. Donc, comme vous avez vu, on va avoir l'imagerie conventionnelle, hein. Je pense que maintenant vous avez bien compris. On va avoir l'imagerie avec les monoïs, et pour booster l'iode, on va aller vers les 40 keV, comme vous avez bien vu, et puis on va voir si on a un apport des autres cartes, densité d'iode et Z effectif. Donc voilà ce patient. Donc je vous montre l'imagerie classique, traditionnelle. Alors, vous allez être peut-être un petit peu surpris. Bon, ça, vous voyez, c'est quand même, je pense qu'on va tout doucement, tranquillement. On a réalisé une injection de 30 cc. Hein. Donc voilà, je descends tout doucement. Je pense que beaucoup de gens ont fait le diagnostic parce que c'est quand même assez évident. Les différentes cartes dont on vous a parlé tout à l'heure, vous voyez, elles arrivent en temps réel, hein, ça c'est du temps réel. Je vais vous enlever ça là, voilà. Donc, vous voyez en dessous, ici là, on a donc bien l'image avec le booster diode. Vous voyez donc que nos 30 CSC suffisent largement. Hein, donc c'était là, on était un peu dans la période là. Vous voyez qu'on pourrait peut-être même aller encore en dessous. Hein. Vous voyez qu'on rehausse vraiment fortement, hein, avec les 40 K. Vous voyez qu'on peut aller, si le curseur est là, hein, vous voyez, on joue directement dessus. Hein. Et donc vous voyez que là, on va vraiment très bas, même à 40 K, il n'y a aucun bruit dans l'image. Hein. C'est ça qui est important de voir. Ici, on a l'imagerie en Z effectif, et vous voyez qu'on a effectivement, ici vous voyez bien la lésion, vous voyez bien le défect endovasculaire, et que vous voyez le retentissement qu'il peut y avoir sur le parenchyme pulmonaire. Hein. Là au-dessus, on a fait un mélange de deux cartes, donc entre le VNC, vous voyez donc l'équivalent du sang d'injection, et puis avec la densité d'iode, et vous voyez qu'on met bien en évidence, hein, très très bien le défect endovasculaire. On va quand même regarder le parenchyme pulmonaire. Et vous voyez que c'est un examen qui date il y a un mois et demi, et on était dans la période que vous connaissez, et ce patient a été PCR positif. Donc vous voyez qu'on a ici la conjonction d'une imagerie parenchymateuse assez typique du Covid-19 associée à un embole qui est quand même bien visible au niveau de cette artère pulmonaire droite. Donc on a réfléchi à utiliser la cartographie d'iode et la densité électronique pour essayer de faire coller un pronostic à l'atteinte parenchymateuse. On a réussi à réfléchir avec la densité électronique à faire coller les différents éléments de cette densité électronique aux atteintes sémiologiques de base du Covid-19, notamment le poumon sain, le verre dépoli et la condensation, qui va nous permettre, en choisissant de manière tout à fait claire les différents éléments, pour arriver à déterminer les différentes répartitions des zones atteintes. Vous voyez ici que sur ce patient, on avait ici le poumon sain que l'on avait défini en fonction des générophiles et de la densité électronique qui permet une séparation tout à fait intéressante des différents éléments sémiologiques de densité parenchymateuse pulmonaire. Vous voyez qu'ici, on a défini une borne à 45 pour le verre dépoli que l'on a extrêmement bien réfléchi et défini par rapport aux unités standards, et que ici en vert, on a réussi à définir un seuil pour ce qu'on appelle le crazy paving, et ici pour la condensation parenchymateuse pulmonaire. Donc vous voyez très bien qu'on a réussi à l'aide de cette densité électronique donner un pronostic et une atteinte parenchymateuse pulmonaire sur ce patient. Donc vous voyez qu'on a réussi à avoir
en appliquant tout d'abord un premier logiciel qui permet de faire une segmentation pulmonaire. Et dans un deuxième temps, vous voyez qu'on a la répartition au niveau du parenchyme pulmonaire des différents éléments, du poumon sain, vous voyez qui est en rose, du verre dépoli, du présipéline et de la condensation. Donc tout ça, on va essayer de l'appliquer sur tous nos patients Covid qui sont passés dans le service. Donc nous sommes dans le Grand Est, on en a eu quelques-uns, et on va essayer de définir plus tard un peu ce qui va se passer. Si l'on veut faire un petit résumé, vous voyez très bien que donc tableau clinique d'embolie pulmonaire dans une période Covid-19 avec la conjonction de deux éléments. Et vous voyez que tout de suite, on peut, si on arrive à faire un résumé de ce cas clinique, bien sûr, l'utilisation classique des monoïdes pour booster l'iode avec les 40 keV. Vous avez vu qu'en descendant très très bas dans les énergies, on arrive toutefois à avoir une imagerie qui est tout à fait correcte, non bruitée. On voit bien qu'avec le Z-effectif, on voit le défect parenchymato-pulmonaire de défection vasculaire. Et que vous voyez, dans ce cas précis, la densité électronique va nous permettre d'avoir une caractérisation physiologique assez intéressante du Covid-19, et on est en train de faire une étude pour essayer de prouver tout cela. Donc vous voyez, diagnostic final, donc embolie pulmonaire et Covid-19. Là, je vais vous... Pareil, dans un deuxième cas d'urgence, vous voyez l'histoire de la maladie, un patient masculin de 68 ans, qui a un BMI, vous voyez, élevé et qui présente de la fièvre depuis quelques jours. Donc, vous voyez le contexte. Ça, c'est l'imagerie conventionnelle. Donc, un scanner thoraco-abdo-pelvien de la fièvre. On ne sait pas trop d'où ça vient. Donc c'est une injection qui vous paraît peut-être un peu faible, mais comme on sait qu'on a les monoïdes, je vais vous les montrer ensuite, ça va se rehausser de manière tout à fait claire. Vous voyez, donc l'ensemble du thorax et de l'abdomen. Une cholestectomie avec des clips. On va regarder comme ça, pas d'éléments importants, pas d'épanchement intra-abdominal. Et puis, on va aller un peu plus loin donc, dans ces cartes. Et vous voyez que là, j'ai choisi volontairement la carte densité électronique. Vous savez maintenant qu'elle permet d'avoir une bonne différenciation dans les éléments de densité très proches. Et quand on regarde de manière tout à fait efficiente, vous voyez qu'apparaissent au niveau de cette partie inférieure du foie droit des zones qui sont très hétérogènes, avec une densité électronique qui est basse, et on retrouve de manière tout à fait claire des anomalies très très nettes dans un contexte de fièvre, alors que vous regardez les éléments classiques nous montrent objectivement pas grand-chose. Donc vous voyez que dans ce cas-là, donc cette densité électronique est quand même un outil extrêmement performant dans les petits changements et les difficultés d'appréciation des modifications de la densité des parenchymes. Vous avez une idée du diagnostic ? Voilà, donc vous voyez, il y a une amélioration énorme de la résolution à bas contraste. Donc, c'était des images un peu hétérogènes, assez mal systématisées. On a réalisé une biopsie. C'était en fait un abcès hépatique qu'on a traité et contrôlé de manière tout à fait classique avec une restitution ad integrum complète de cette zone et de ces anomalies hépatiques. On utilise de manière un peu préférentielle la densité électronique dans la pathologie infiltrative, parenchymateuse. Vous avez vu déjà que pour le Covid-19, on arrivait
de manière assez facile et assez claire à bien différencier le poumon sain du verre dépoli et du presbytérie. Ici, c'est pareil. Quand vous avez des zones que vous voulez différencier de manière très très nette, il faut surtout pas se priver de la densité électronique. C'est une carte qu'on a découvert un peu tardivement. Hein. C'est vrai que quand on découvre ce nouveau monde, on n'a pas toujours l'intérêt, ou on ne comprend pas toujours les choses. Hein. C'est pour ça qu'il y a cet atelier qui va essayer de nous permettre de comprendre un peu la complémentarité de toutes ces cartes et surtout leurs différentes utilisations. Donc, diagnostic d'abcès hépatique avec le bénéfice énorme de la densité électronique dans ce cas précis. Effectivement, à première vue, ce n'était pas du tout évident de faire le diagnostic sur ce premier scanner des urgences. Alors, troisième cas, un patient de 83 ans, mais en état général assez précaire, qui présentait des douleurs abdominales. Alors, je vais commencer par vous montrer des images d'IRM. Pourtant, on est là en train de faire du scanner spectral. Et donc, effectivement, donc une première lecture par un interne avait dit au niveau du scanner des urgences, dilatation des voies biliaires sans que l'on puisse voir d'obstacle. Donc, il y a eu une IRM. Et sur cette IRM, on a réalisé que cette séquence, le patient était, je vous l'ai dit, un peu incohérent. Il n'a pas du tout supporté l'examen. On a pu réaliser que cette séquence. Donc, on était extrêmement ennuyé. Donc, je me suis dit, je vais quand même regarder le scanner qui avait été fait. Heureusement, ce scanner avait été fait sur l'ICON, donc c'est un scanner spectral. Donc, je me suis dit, je vais regarder. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, de manière rétrospective, c'est très facile, puisque tous les examens sont réalisés en mode spectral, donc on peut regarder. Et donc, effectivement, j'ai repris l'imagerie conventionnelle qui avait été faite, classique, douleur abdominale aux urgences. Il avait été fait un passage au temps portal. Et vous voyez qu'effectivement, on a cette dilatation des voies biliaires, intra- et extra-hépatique, et sans que l'on visualise d'anomalies très significatives. Effectivement, dans un premier temps, je me suis dit, oui, ok. Et puis, si on va un peu plus dans le détail avec l'ensemble de nos cartes spectrales, je vais vous montrer. On va essayer de préciser un petit peu ce qui se passe. Voilà, je zoome un petit peu l'ensemble de des images. Et on va, vous voyez que ici, là, nous avons le monoïde à 40. Hein, que ici, là, on a la superposition de deux cartes qui sont le VNC et la densité d'iode. Et puis que là, vous avez en bas notre fameuse densité électronique. Et si l'on prend son temps et que l'on regarde de manière tout à fait claire et effective, vous voyez que si l'on regarde bien l'ensemble de ces éléments, vous voyez que l'on voit apparaître de manière assez nette sur cette fusion de cartes la présence d'une anomalie localisée au niveau du cholédoque qui montre bien, donc, vous voyez, de manière rétrospective, en regardant un petit peu vite, je ne sais pas s'il y avait eu l'utilisation de toutes les cartes spectrales, c'est ça qui est un peu plus difficile au départ, et vous voyez qu'ici, on voit apparaître une lésion sans conteste au niveau de cette voie biliaire et qui explique bien cette dilatation de voie biliaire avec cette ébauche de dilatation du virsum. Donc vous voyez que l'ensemble de ces cartes, leur conjonction, leur utilisation simultanée, qui est extrêmement facile et rapide, nous permet d'arriver souvent à des diagnostics que quelquefois l'imagerie standard ne permet pas de montrer. Si l'on veut faire un débriefing de ce cas, donc c'était une lésion tumorale du bas cholédoque qui était traitée par endoprothèse compte tenu
de l'âge et de l'état général du patient. Vous voyez que dans ces conditions, on a quand même utilisé l'ensemble des cartes, les cartes spectrales avec les monoïs et les bas monoïs, la densité électronique et la densité d'iode, qui ont permis de caractériser et de différencier mieux toutes ces anomalies. Et on a eu plusieurs cas d'anomalies de voie biliaire où la densité électronique a été souvent un élément déterminant du diagnostic. Donc là, je vais vous présenter un premier cas de surveillance classique après multiples traitements. Donc c'est un patient qui avait un cancer colorectal avec des métastases hépatiques qui est suivi depuis environ 1 an et qui a eu pour une part de la chirurgie, pour d'autre part de la radiofréquence sur des lésions métastatiques hépatiques. Voilà, donc je vous montre comme d'habitude, c'est un bilan réalisé tous les 6 mois. Hein. Donc vous voyez le passage classique, on voit ici une anomalie hépatique, d'autres anomalies diffuses. Voilà, donc je vous montre l'ensemble du passage hépatique. Vous voyez qu'il y a des traces de colostomie dans le flanc. Et même de l'autre côté, une jéjunostomie. Donc vous voyez, c'est un patient qui est dans un état carcinologique difficile. Mais pour l'instant, les 2 derniers contrôles n'avaient pas retrouvé d'autres anomalies que ce que l'on voit là. Donc, je vais vous montrer l'ensemble des cartes spectrales et où on a, vous voyez, la conjonction, comme toujours, du conventionnel, du VNC et du monoï 40 et de la densité d'iode. Hein. Donc, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que si l'on réussit à faire l'ensemble de ce passage, vous voyez qu'ici on a une densité spontanée de cette zone qui a été traitée par une fréquence qui est à environ 38 milliosfield, qui correspond tout à fait à l'imagerie conventionnelle au temps portal. Et vous voyez que sur les monoïs, on a là aussi un aspect tout à fait identique de cette densité oscille, avec surtout, vous voyez, sur la densité d'iode, un 0,02 mg d'iode. Donc on est sûr que dans cette zone où la densité n'est pas purement liquidienne, mais qui est déjà aux alentours de 48 oscilles, on a vraiment aucune anomalie ni aucun rehaussement. Par contre, si vous regardez bien et que vous allez un petit peu en dessous ou ailleurs, il y a d'autres anomalies que l'on peut aussi caractériser en prenant le même ROI. Et vous voyez que là, on a à peu près le même type d'anomalies et de zones avec aux alentours de 48 aussi, de manière spontanée, un micro-rehaussement et surtout 0,28 mg d'iode. Donc on est quand même assez rassuré sur la nature de ces anomalies. Par contre, j'avais été un petit peu l'œil attiré par une petite zone ici qui m'ennuyait beaucoup et que donc, vous voyez, en faisant le même travail, vous vous rendez compte que si la densité est quasiment identique aux autres structures, on a ici sur le VNC 18 avec un rehaussement qui se fait en portal, avec une prise de contraste de l'iode et surtout, vous voyez là donc très bien, identifier de manière quantitative une zone d'iode tout à fait pathologique à 1,49 qui nous attire l'attention et une biopsie était réalisée, ce qui est bien donc une récidive de ce cancer colorectal. Vous voyez donc l'apport majeur et déterminant de ces différentes cartes spectrales et surtout ici de la densité d'iode qui nous permet d'affirmer de manière quand même assez sûre d'une prise de contraste et qui attire vraiment l'œil et qui nous a permis donc de réaliser ces biopsies pour être sûr que l'on ne passe pas à côté d'une récidive. Voilà ce que je vais vous montrer pour ce cas. C'est donc si l'on essaye de résumer un petit peu ceci,
Donc, vous voyez, il y a quand même là une utilisation déterminante de la densité d'iode avec un marqueur qui est quand même, je parle sous couvert des physiciens et de Philippe qui est là, mais pour nous, à chaque fois qu'on a eu vraiment une charge d'iode comme ça dans une lésion, on était vraiment un peu rassurés et surtout un peu confortés dans notre diagnostic. Voilà. Des questions au sujet de ce cas? Moi, j'avais une question, Philippe, par rapport à l'apport toi, du spectral donc en onco pour tout ce qui est aide aux gestes interventionnels. Toutes les ponctions un peu difficiles dans des zones compliquées, on se sert du matériel IMACTIS que je pense beaucoup connaissent. Et là, on a récemment fait 2 cas difficiles très intéressants parce que on a pu transférer les cartes spectrales que l'on n'imaginait pas, mais avec un travail de collaboration avec les gens de chez IMACTIS. Donc, on a réussi sur ces petites lésions qui sont très difficiles à repérer sur un scanner standard, on a réussi à transférer des cartes spectrales sur la machine IMACTIS et pouvoir donc réaliser une biopsie dans des positions difficiles et dans des cas où on avait beaucoup de mal à visualiser la lésion sur un scanner conventionnel. Oui. Donc, merci Émilie de ta question, parce que ça, c'est vraiment très important, parce que de pouvoir être guidé dans ces zones sur un FOIA standard où on aurait beaucoup de mal, donc c'est évident que l'imagerie spectrale apporte au diagnostic et lui aussi au guidage sur ces toutes petites lésions difficiles à prendre en charge et difficiles à voir, et ça nous aide beaucoup. De même, pour les petites lésions du rein, comme a montré tout à l'heure Loïc, on a souvent des petites anomalies comme ça. Et quand c'est sur des pôles supérieurs de rein du côté droit qui sont très très hauts dans le thorax où on a vraiment beaucoup de mal, eh bien, on s'aide de l'imagerie spectrale avec l'IMACTIS et on a des résultats vraiment intéressants dans le guidage sécure du geste. Donc là, je vais vous montrer un autre cas. Donc c'est entre l'onco et l'urgence parce qu'il nous avait été adressé pas via le biais des urgences, mais c'était essentiellement un signe clinique qui était douleur du flanc gauche. Hein. Alors, donc douleur du flanc gauche. Donc c'est un patient relativement jeune. Donc c'est un peu la bouteille à langue. Donc on a fait un protocole classique et on a regardé l'ensemble du thorax et de l'abdomen. Pour les cardios, là, il y a une calcification du coronaire. Voilà, on descend tranquillement. J'avoue qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait un peu de vascularisation un peu exubérante autour de l'estomac. Voilà. C'est tout. On essaye de regarder un peu l'ensemble de l'abdomen. Et puis, donc, bien sûr, on a quand même regardé le tout en mode spectral. Et voilà ce qui arrive. Et en regardant quand même le monomie 40, là, vous voyez, on a eu l'attention attirée par, vous voyez, une espèce de petite masse sur la partie distale de la queue du pancréas que l'on n'avait pas vraiment visualisé sur l'imagerie classique. Hein. C'est vrai que ces douleurs, bon, c'est des douleurs à gauche, mais je ne pense pas que c'est grand-chose à voir avec tout ça. Et donc, nous voilà avec une petite formation hein, que l'on visualise très bien, qui est au niveau de la queue du pancréas, que l'on voit toujours sur cette telle carte fusionnée et où on est bien ennuyé avec cette petite formation. Donc, on montre ça aux chirurgiens, ils se disent c'est probablement une tumeur, il ne faudrait peut-être pas passer à côté de tout ça. Donc, on avait regardé un petit peu les différentes densités dans l'ensemble du pancréas, de la petite formation et de la rate.
Et on a essayé de regarder un petit peu le profil de tous ces éléments. Et en essayant de regarder un peu ces profils, et j'ai été un petit peu surpris et attiré par, vous voyez, il y avait un rehaussement de cette petite formation et de la rate qui était exactement similaire. Vous voyez ici les utéosciles avec les monoïs, et il y avait une différence significative et pas le même profil. Donc, les chirurgiens ne voulaient pas passer à côté d'une lésion tumorale. Quand on regarde les différents plans, on voit bien cette petite lésion qui semble vraiment appartenir à la partie toute distale du pancréas. Est-ce que vous avez une idée de ce diagnostic? Non, il n'y a pas d'idée. Philippe, à Lyon, on a une idée, mais on n'est que des cardiothoraciques, mais on pense à une rate intrapancréatique. Alors là, bravo. Alors, j'avais mis ça. Alors, je suis d'accord. J'ai repris ce cas là, tout récent pour les ateliers, et puis je regarde mon compte rendu et je dis attention, ça pourrait peut-être être une petite rate accessoire et finalement, donc les chirurgiens lui ont fait une cellio et c'était bien ça. Donc bravo à l'équipe de cardiovasculaire. On a comme tourné autour de ce truc, et vous avez vu, ce qui était marrant, donc c'est le profil de la courbe de charge diode qui était vraiment identique, et ça m'avait attiré l'attention. Donc vous voyez, tous ces petits éléments, hein, tous ces petits outils sont vraiment intéressants. Alors j'ai encore un dernier cas à vous montrer. Là, c'est un patient là, qui vient en urgence, un homme de 61 ans qui présente depuis quelque temps une petite altération de l'état général associée à des douleurs abdominales avec une masse palpable de l'épigaste. Donc vous voyez, donc on a fait un passage thoraco-abdo-pelvien ou temportal. Et en arrivant quand même dans l'abdomen, on va identifier cette formation et cette masse palpable. Donc vous voyez ces différents éléments un peu diffus au niveau hépatique, malheureusement qui évoque une pathologie métastatique disséminée avec cette formation que le patient sentait ici, qui était en fait son bord de foie gauche qui débordait. Donc, on a essayé d'améliorer un peu ce diagnostic en se demandant d'où venaient ces formations. Alors, vous voyez qu'il y avait en plus ici un peu des petites formations ganglionnaires. Donc, voilà, on cherche un peu ce que ça peut être. On se méfie bien sûr d'une éventuelle lésion chronique. On regarde l'ensemble et on est quand même attiré par ces petits ganglions qui sont plutôt localisés dans le fond de la petite courbure. Et donc vous voyez toujours donc, le conventionnel, le VNC, la densité d'iode et les monoïdes. Hein. Donc effectivement, on voit mieux ici des petites anomalies qui sont bien des ganglions. Et puis, quand on regarde bien, notamment sur vous voyez, la densité d'iode, j'avais eu vraiment l'œil attiré par cette espèce de formation un peu plus nodulaire, dense, au niveau de la paroi gastrique, et qui présentait, vous voyez, un rehaussement extrêmement élevé, qui m'avait fait me mouiller un tout petit peu dans le compte rendu où vous avez dit qu'il faudrait certainement commencer par faire une gastroscopie plutôt qu'une coloscopie. Et effectivement, il s'agissait d'un cancer gastrique avec métastase diffuse au niveau hépatique. Donc vous voyez que donc ces cartes sont quand même très intéressantes, notamment vous voyez la densité d'iode dont on se sert très très souvent.
dans ces diagnostics en urgence ou semi-urgence qui ne sont pas toujours faciles, on est attiré par ces volumineuses lésions hépatiques. Et donc, il y a quand même une aide très très forte de l'ensemble de ces cartes qui, vous avez vu, sont quand même très faciles à charger, et la multiplicité d'utilisation de celle-ci permet d'arriver souvent à un diagnostic plus précis, que ce soit un diagnostic qu'on n'aurait pas fait avec un scanner conventionnel. Et c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, on est bien ennuyé de temps en temps quand on est obligé de revoir des patients qui, malheureusement, de notre institution, ne peuvent pas tous passer sur l'Icon, et on est vraiment très embêté, et ça pose même presque quelquefois un problème éthique quand on voit un peu la qualité de ce qu'on peut faire avec ce scanner. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ces quelques cas. J'espère qu'ils vous ont permis de comprendre l'utilité des différentes cartes, que ce soit en oncologie ou en urgence. Je dirais en urgence, c'est quand même une machine extrêmement déterminante. Ce qui est important, je pense, c'est que vous qui utilisez peut-être d'autres machines, ou moi j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la qualité de l'imagerie avec les énergies les plus basses qui vous permettent, en se rapprochant vraiment du pic de l'iode à 33, d'avoir comme un rehaussement majeur et qui permet de diminuer considérablement la dose de contraste. Voilà ce que je pouvais vous raconter de mon expérience depuis maintenant un petit peu plus d'1 an.